Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres de ce vendredi 28 avril. La Roca Team se relance en Euroleague. Les Monégasques ont remporté le match 2 des quarts de finale hier face au Maccabi Tel Aviv. Résumé et réaction à suivre dans quelques instants. Nous recevrons ce soir Sébastien Muet, le directeur de l'Académie de l'AS Monaco, à la veille de la finale de la Coupe Gambardella. Finale qui opposera les U18 monégasques à Clermont au Stade de France. Et vous l'entendrez, la formation est dans l'ADN du club de la Principauté. D'une finale à une autre, Kevin Crovetto sera notre invité dans ce JT. Le gymnaste nous livrera ses impressions alors qu'il dispute demain avec son club, l'Étoile de Monaco, la petite finale du top 12, l'élite de la gymnastique française. Et puis comment concilier jardinage et sécheresse? Les jardiniers de Monaco s'adaptent aux conditions météo. Reportage à découvrir en fin de journal. Après un premier match raté, la Roca Team jouait la deuxième manche de son quart de finale d'Euroleague hier à Gaston-Médecin. Terriblement maladroits mardi, les Roca Boys ont su conjurer le sort pour revenir à égalité dans la série. Résumé d'un match brûlant avec Yannick Debeuvert, Olivier Bonello et Alexandre Gougassian. Mac James, Yacouba Ouattara. Ah oui, et ben voilà, alléluia, au bout de 15 secondes, Yacouba Ouattara. Rarement un premier panier aura suscité autant de joie à Gaston-Médecin. Il faut dire qu'après le premier match de ces playoffs, joueurs et supporters étaient frustrés par la maladresse fatale de la Roca Team. Dès les premières secondes, le capitaine Yacouba Ouattara emmène son équipe sur le bon chemin grâce à son énergie communicative. Monaco débute par un 11-0 et un 3-sur-3 longue distance. Mais le Maccabi ne tarde pas à répondre pour revenir au score et terminer le premier quart avec seulement 4 points de retard. Et les Israéliens passent même devant au début de la deuxième reprise. C'est le moment pour Eli Okobo de sortir de sa boîte et enchaîner les paniers. Monaco reprend un peu d'air grâce à ce 9-0 et il faut un peu de vis de Jake Cohen pour réveiller joueurs et supporters de Tel Aviv. Cette simulation entraîne une échauffourée, point de départ d'un tout nouveau match qui tout à coup devient bien plus électrique. La mi-temps calme un petit peu tout le monde et au retour des vestiaires, les Monégasques en profitent pour infliger un 15-3 à leurs adversaires et prendre une avance décisive. Jordan Lloyd, impressionnant, signe son record en carrière avec 33 points pour 35 d'évaluation. Monaco est bien au-dessus et compte même jusqu'à 18 points d'avance dans le quatrième quart. Pour Jordan Lloyd et pour Yacouba Ouattara. Les Israéliens expriment toute leur frustration auprès des arbitres et enchaînent donc les fautes techniques. Darwin Hilliard d'abord est expulsé et il est rejoint ensuite au vestiaire quelques minutes plus tard par Wael Badouin pour avoir mimé le geste d'une corruption arbitrale. Dans un climat électrique, les Roca Boys se relâchent peut-être un peu trop face à un Maccabi survolté qui revient à 8 points d'écart. C'est l'homme du match, finalement, qui s'occupe de remettre les pendules à l'heure. Lloyd à 3 points, Jordan Lloyd, le tueur. Monaco assure ensuite tranquillement la fin de rencontre et égalise à 1 partout dans la série grâce à cette victoire 86-74. Je voulais rentrer dans le match en me donnant à 300% et surtout en apportant de la dureté. C'est ce qui nous avait un peu manqué au premier match. On avait bien défendu, mais un manque de dureté. Et pour moi, c'était ma mission principale. C'était super important de gagner. Cette Euroleague, elle est très compliquée. Les équipes qui sont dites moins bien classées ne sont pas moins fortes pour autant. Et on le voit déjà avec nous, le premier match qu'on perd et ce qui se passe à Madrid. Donc non, il ne faut rien prendre pour acquis et être prêt au combat à chaque match. Un coup d'œil sur les autres séries, logique respectée pour l'Olympiakos et Barcelone. La grosse surprise vient du côté de Madrid puisque les Espagnols ont perdu leurs 2 matchs à domicile cette semaine. Pour Monaco, direction Tel Aviv maintenant pour les matchs 3 et 4 qui se tiendront mardi et jeudi prochain à 20h05.
Oui, des matchs qui seront bien évidemment à suivre en direct sur Monaco Info. On reste dans le sport avec du football. Demain, les U18 de l'AS Monaco affrontent Clermont en finale de la Coupe Gambardella. Il s'agit de la 5e finale de l'histoire du club dans cette compétition. Les Rouges et Blancs ont déjà inscrit à 4 reprises leur nom au palmarès de cette coupe qui existe depuis près de 70 ans maintenant. Pour en parler, mais aussi évoquer l'importance que porte le club à la formation, nous sommes avec le directeur de l'académie de l'AS Monaco. Bonsoir Sébastien Muet. Bonsoir, bonsoir. Les U18 de l'AS Monaco affronteront donc ce samedi Clermont en finale de la Coupe Gambardella, match qui aura lieu au Stade de France. Que représente cette coupe pour le club, mais aussi pour les joueurs? L'aventure de la Gambardella, c'est une aventure qui est un petit peu la vitrine du football et du football des jeunes et de la formation française. Donc c'est un événement qui est important, qui galvanise également un petit peu toute une institution, qui galvanise tout un club et qui entraîne toute une équipe autour des joueurs sur un événement au Stade de France qui pour les joueurs et comme pour le club représente quelque chose d'important parce que c'est ce que j'appelle depuis de nombreuses années, parce que cette Gambardella fait partie de la vie des formateurs depuis de nombreuses années. C'est une vraie aventure qui génère des émotions dont les joueurs raconteront tout ça à leurs petits-enfants et leurs enfants, donc c'est quelque chose d'important. Ce sera déjà la 5e finale de l'AS Monaco dans cette coupe. Oui, tout à fait. C'est relativement remarquable parce que c'est à souligner dans le paysage du football français. Et l'AS Monaco et l'institution de l'AS Monaco met les jeunes et sa formation au centre de son projet. Et participer encore cette année à une finale de la Gambardella, c'est quand même le résultat d'un travail par rapport à l'académie qui est remarquable. Monaco a déjà remporté donc 4 fois la Coupe Gambardella. Le dernier sacre remonte à 2016 avec dans l'équipe un certain Kylian Mbappé qui a aujourd'hui le succès qu'on lui connaît. C'est une aventure dont tout le monde se rappelle ici et effectivement d'avoir à l'intérieur de cette épopée le capitaine actuel de l'équipe de France est quelque chose de très valorisant pour la formation, de très valorisant pour l'académie et de très valorisant pour l'AS Monaco en général. Là on parle de Kylian qui a été formé au club, mais ils sont nombreux. On peut citer Thierry Henry, Lilian Thuram ou encore plus récemment Benoît Badiachil qui évolue aujourd'hui à Chelsea. La formation, Sébastien Muet, c'est la marque de fabrique de l'AS Monaco, c'est dans l'ADN du club. Mais effectivement, voilà, vous citez l'ADN et je crois que c'est l'ADN qui représente bien ce qu'est la formation à l'intérieur de cette institution qu'est l'AS Monaco. Aujourd'hui, l'académie est au centre du projet. Aujourd'hui, ce projet de la formation par rapport aux jeunes est au centre de toute l'activité du club. Et aujourd'hui, tout est valorisé par les jeunes qui arrivent à rendre service à l'effectif de Philippe Clément et à performer au plus haut niveau. Et aujourd'hui, c'est un vrai plaisir d'avoir par exemple un ambassadeur comme Elias Benseguir qui aujourd'hui rend service à notre effectif professionnel. C'est ça la clé de la formation, la fidélité aussi, puisque Frédéric Barilaro a déjà remporté 2 coupes Gambardella. On voit Manuel Dos Santos aussi qui est l'entraîneur des U17, cette fidélité au club aussi. Fred, moi que je connais depuis un an, est un remarquable formateur. Et effectivement, comme Manu, ce sont des gens qui sont fidèles, qui sont pleins des valeurs monégasques, pleins des valeurs de cette institution, des valeurs de travail, d'engagement, de dévouement, qu'ils arrivent tous les deux à mettre au service des joueurs qu'ils accompagnent. Et ces joueurs-là, aujourd'hui, représentent aussi ces valeurs-là, c'est-à-dire que ce sont des joueurs qui vivent bien ensemble, ce sont des joueurs qui sont éduqués, qui sont des joueurs qui sont respectueux également de toute une institution. Il n'y a pas non plus de miracle. Aujourd'hui, le football de haut niveau, il n'y a plus de détails, il n'y a plus de place à la chance. C'est uniquement du travail et de l'abnégation et de l'engagement dans un projet global. Cela fait un an maintenant que vous êtes directeur de l'académie. En quoi le club se distingue des autres clubs formateurs? Vous qui avez d'abord connu Metz avant d'arriver à Monaco, la Diagonale par exemple est le parfait outil pour la formation? Je crois que le bâtiment qui est derrière moi en est le bel exemple. Le bâtiment de la Diagonale est un bâtiment qui a été pensé pour réduire les incertitudes, c'est-à-dire mettre le joueur au centre de son projet, avec regrouper sur un même endroit des installations de très très haut niveau. Les secrets de la formation monégasque résident aussi dans l'importance que peut avoir aujourd'hui l'accompagnement socio-éducatif, mais également la scolarité, parce qu'on n'en parle jamais assez, mais je crois qu'aujourd'hui le système scolaire qui est mis en place autour des jeunes joueurs à la Diagonale est vraiment un système scolaire de grande qualité. Et puis autour de ça, ce sont des jeunes adolescents qui se forment. C'est pas uniquement que des footballeurs. Aujourd'hui, la formation monégasque a vraiment
accorde énormément d'importance à former des gens équilibrés, avec la tête sur les épaules, avec de la réflexion, avec de l'analyse, avec également des vraies valeurs qui sont des valeurs qu'on souhaite partager au quotidien, parce que ce sont des gens qui s'entraident, ce sont des gens qui sont solidaires. Alors c'est peut-être ça la clé de la réussite monégasque. Aujourd'hui, tous les gens sont câblés sur le même réseau, et ce même réseau, c'est la performance au service du projet monégasque, et peut-être qu'effectivement, c'est peut-être les clés de la réussite. En tout cas, soyons toujours avec beaucoup d'humilité par rapport à cette analyse-là. Enfin, moi, je souhaite qu'on le répète ici. Cherchons, expérimentons, creusons, essayons, et puis surtout, amenons nos jeunes joueurs à donner un sens à ce qu'ils font, parce que je pense que c'est ce dont ils ont besoin, et c'est aussi la clé de la formation, c'est-à-dire amener le joueur à être aux commandes de son projet et à s'engager avec enthousiasme dans ce qu'il fait tous les jours. On espère en tout cas que les U18 de l'AS Monaco auront les clés du succès samedi face à Clermont en finale de la Coupe Gambardella. Match qui aura lieu, on le précise, en préambule de la finale de la Coupe de France qui opposera donc Nantes à Toulouse. Merci infiniment Sébastien Muet d'avoir été avec nous ce soir. Merci et bonne soirée à vous, au revoir. Et de son côté, l'équipe première de l'AS Monaco affronte ce dimanche Montpellier à 13 h, match comptant pour la 33e journée de Ligue 1. Et sachez que votre place pour cette rencontre au Stade Louis II vous donnera également accès au match de basket opposant la Roca Team à Cholet à 15 h 30 à la salle Gaston Médecin et vice-versa. De quoi profiter d'un bel après-midi sportif. Et demain, la Étoile de Monaco joue la petite finale du top 12, le championnat de l'élite de la gymnastique française. Les Monégasques seront opposés à l'équipe d'Antibes Juan-les-Pins qui possède déjà un très beau palmarès. Cette petite finale, tout comme la finale, se déroulera à Rouen, où se trouve déjà le gymnaste Kevin Crovetto. Bonsoir. Bonsoir. Vous venez tout juste d'arriver à Rouen. Dans quel état d'esprit êtes-vous ? On vient d'arriver à Rouen, donc on est dans un état d'esprit de conquérant. On va essayer d'aller obtenir cette 3e place qu'on a obtenue l'année dernière et qui reste des souvenirs magnifiques. Donc si on peut revivre ça cette année, ça serait top. Donc vous serez opposé à Antibes Juan-les-Pins en petite finale. C'est une équipe qui a un très beau palmarès, hein, ça va être serré. Oui, c'est ça. Donc Antibes, c'est la meilleure équipe de France. Hein. C'est le plus grand palmarès de l'histoire de la gym française. Donc ça va être un match très serré. Tout le monde est en forme dans l'équipe ? Oui, tout le monde est en forme. On a préparé au mieux cette compétition pour être prêt le jour J. Comment vous qualifieriez ce groupe de l'Étoile de Monaco de cette saison ? C'est une équipe solidaire, soudée, on se bat les uns pour les autres et c'est ça qui peut faire la différence. Ouais, c'est ça qui fait la force de l'Étoile de Monaco, portée par Thierry M, un entraîneur emblématique rouge et blanc. Oui, c'est ça, ça fait plusieurs années que c'est un peu notre marque de fabrique. On est vraiment un groupe qui vivons bien ensemble et on se donne à 100% les uns pour les autres et c'est vraiment notre trait de caractère. Se donner à 100% demain, c'est l'objectif. Vous l'avez précisé, la 3e place, vous l'avez déjà eu l'an dernier. Il y avait déjà eu beaucoup de suspense. Hein. Oui, il y avait eu beaucoup de suspense. Ça s'était joué au duel en or que Lilian Piot avait remporté aux anneaux. Donc, si on peut éviter d'aller jusque-là demain, c'est bien parce que c'est des moments de stress intense. Mais bon, après, s'il faudra y aller pour se départager, ben, on le fera. On peut préciser, Kevin, le duel en or, c'est quand les deux équipes ont le même nombre de points, c'est ça ? Exactement. Le duel en or, c'est quand les deux équipes, à la fin du match, sont égalité. Il y a donc tout le résultat qui se joue sur un duel à la fin. Comment vous vous sentez, vous, personnellement ? Vous avez participé là au championnat d'Europe en Turquie ? Bah, moi, je me sens bien. Physiquement, je suis très bien. Dans ma gym, ça se passe très bien. Donc, moi, je me sens prêt à en découdre. En tout cas, on suivra ça de près. Merci infiniment, Kevin Crovetto, d'avoir été avec nous ce soir sur Monaco Info. Et puis, Gamba pour demain. Merci beaucoup, Émilie. Bonne soirée. Dans le reste de l'actualité, le ministre d'État a présidé hier une nouvelle réunion du premier collège du comité de coordination et de suivi de la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption. Cette réunion aura notamment permis de réaliser un point complet sur l'ensemble de l'action en cours et de valider le plan d'action du groupe de contact direction des services judiciaires, parquet général, direction de la sûreté publique et SICFIN.
Dans un tout autre domaine, la kermesse de l'amitié se tient jusqu'à demain à l'église du Sacré-Cœur. De nombreux stands vous y attendent et une tombola est également proposée au profit des œuvres de la paroisse. Plus d'informations sur le site officiel du diocèse de Monaco. Une question à présent, est-il possible d'adapter sa façon de jardiner face aux sécheresses? C'est ce que nous avons voulu savoir ce soir en suivant une équipe de la direction de l'aménagement urbain qui arrive à concilier l'entretien des espaces verts et l'économie d'eau. Mais comment cela est possible? La réponse dans ce reportage de Christine Datomel, Alexandra Marangoni et Clélia Renaud. Face à la pénurie d'eau, une diminution de 20% du temps d'arrosage a été programmée concernant les jardins de Monaco. Et si en principauté, les espaces verts bénéficient d'un système d'arrosage performant, régi par satellite en fonction de la climatologie et piloté à distance par informatique, ils restent néanmoins sensibles à ces changements. Un juste équilibre entre le confort paysager et les contraintes écologiques doit alors être trouvé. Dès le départ, déjà, ça avait été 30% toutes ces années, de diminuer, d'apporter vraiment ce que le végétal attend, de ne pas lui apporter plus, sinon ça va être de la perte, juste ce qu'il faut. Arrivé à un seuil, on voit qu'il ne faut pas dépasser. On voit des dépérissements sur de la plante ou du gazon qui flétrit. Donc il y a une juste limite. Malheureusement, là, les gazons, on va encore diminuer. On va les retaper un peu plus tard l'automne, en espérant que les pluies reviennent. Et là, vous êtes en train de faire quoi? Du coup, là, je suis en plein binage. On fait ça dans les massifs de fleurs, car comme on dit, un binage vaut 2 arrosages. Donc ça permet de casser la croûte en superficie et l'eau de mieux pénétrer. Étant donné qu'en ce moment, on est en pleine sécheresse, ça permet de faire des économies d'eau. Les plantes adaptées, c'est surtout les plantes ici méditerranéennes, qui sont, disons, naturellement sont protégées. Donc c'est ces plantes-là, justement, qui dans la nature ne sont pas arrosées. Il faut respecter ce cycle-là. Donc tous ces végétaux ont un feuillage adapté. Donc des petits feuillages recouverts de poils, justement, pour diminuer la transpiration. Les espaces verts jouent également des rôles écologiques importants. Ils permettent ainsi d'améliorer la qualité de l'air et de diminuer la température. Cependant, en apportant à une plante moins d'eau, cette dernière aura alors tendance à se mettre en dormance et aura un comportement moins actif. Elle absorbera alors moins de CO2 et dégagera moins d'essence rafraîchissante. Nous suivons régulièrement les différentes phases de restauration des fresques du Palais Princier. Depuis plusieurs mois, ce sont celles situées dans la salle du trône qui sont au cœur de ces travaux de restauration. Le trône des princes de Monaco a lui aussi été l'objet de toutes les attentions, comme a pu le constater notre équipe Sandrine Nègre, Olivier Bonello et Arnaud Humbert. Nous sommes au cœur d'un lieu chargé d'histoire, la salle du trône, située en haut des marches de l'escalier de la cour d'honneur. Calme, minutie et précision sont des maîtres mots évidents car les missions poursuivies par les équipes sur place sont importantes. Plusieurs professionnels sont chargés de restaurer ce que l'on nomme le dôme du trône. On a descendu le dôme il y a quelques semaines et en le descendant, on s'est aperçu que le velours de soie qui compose le dôme est très altéré. Alors on ne sait pas exactement de quand il date, mais il s'avère que toutes les parties qui sont exposées côté fenêtre, donc à la lumière du jour, ont été vraiment fragilisées avec le temps. Et du coup, ma mission, c'est donc de venir protéger et stabiliser le velours qui est vraiment évolutif et qui est en train de se détériorer de lui-même. Le velours, il y a des parties qui sont vraiment à nu, où le poil a disparu en fait avec le temps. Donc on vient remettre un tulle de nylon teint par-dessus pour donner l'illusion et avoir une lecture harmonieuse de l'ensemble une fois qu'il sera remis en place. Et cette remise en place a lieu justement quelques jours plus tard, le 20 mars. Tout est prêt pour procéder à l'opération de remise en place. Chacun retient quasiment son souffle, l'étape est délicate et revêt un caractère particulier. Suivra ensuite la remise en place du trône. On a repris tout ce qui est peinture à la feuille d'or, enfin, au traitement à feuille d'or, et on a essayé de consolider les tissus. Donc les deux restauratrices qui étaient là ont participé toutes les deux à ces travaux-là, et le résultat nous semble très satisfaisant. Nous avons eu la chance dans la salle du trône, comme d'ailleurs dans plusieurs autres pièces du palais, de nous rendre compte que nous avions de la fresque
en plafond. Donc nous avons entrepris depuis plusieurs mois la restauration, la conservation-restauration de ces fresques, c'est une grande opération qui a consisté à enlever des peintures qui avaient été additionnées par-dessus et ensuite de réintégrer les lacunes que nous avions, de consolider les fonds, etc. Mais la grande découverte, c'est de voir une scène complète qui nous est apparue et plusieurs scènes en latéral, sur les lunettes, que nous sommes en train de restaurer. Et ces travaux de restauration des fresques ont un caractère éco-responsable aussi. La preuve, les techniques sont non toxiques et des lasers comme celui-ci sont utilisés. Et sachez que la salle du trône est ouverte au public depuis début avril dans le cadre des visites des grands appartements princiers jusqu'au 15 octobre prochain. Jetons un coup d'œil à présent sur vos prévisions météo. Bonsoir Yannick de Bever. Avez-vous de bonnes nouvelles à nous annoncer pour le début du week-end, Yannick ? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Malheureusement, on ne verra pas beaucoup le soleil ce week-end en principauté. Pour ce samedi, il ne devrait pas pleuvoir, mais le ciel monégasque sera couvert tout au long de la journée. Malgré tout, les températures restent stables avec un mercure prévu entre 12 et 17 degrés. Ce samedi 29 avril, nous célébrons Sainte Catherine de Sienne, un personnage très important de l'Église catholique. Elle est la sainte patronne de Rome, de l'Italie et de l'Europe depuis 1999. Et puis, c'est également la sainte protectrice des journalistes et de tous les métiers de la communication. Merci pour cette précision Yannick et merci à vous d'être au rendez-vous chaque soir sur Monaco Info. On referme ce journal comme nous l'avons débuté avec la victoire de la Roca Team ô combien précieuse face au Maccabi Tel Aviv en quart de finale d'Euroleague. Photo réalisée au plus près des parquets par Stéphane Dana. Excellente soirée à tous et à demain samedi pour votre édition du week-end.